Bon, bah, il est l'heure, on va y aller. Euh, donc, euh, donc, la semaine dernière, on avait commencé l'exo 2 du TD3 et il nous restait la dernière question. Donc, je vous rappelle, on avait fait un algorithme pour l'exponentiation rapide qui avait une complexité logarithmique. Donc, c'est mieux que l'algorithme naïf qui est linéaire. C'est même beaucoup mieux. Et là, ce qu'on propose, c'est de le modifier un petit peu. Vous vous rappelez, dans l'exponentiation rapide, on faisait la division euclidienne par 2. Donc, on regardait si c'était pair ou impair, et puis ensuite, on divisait par 2 le nombre. Là, la différence, c'est qu'au lieu de faire la division euclidienne par 2, on fait la division euclidienne par m, où m, c'est un nombre fixé. Donc, rapidement, juste histoire de se rappeler comment ça marche, écrivait un algorithme. Donc, c'est quasiment la même chose que la semaine dernière. La seule différence, c'est qu'au lieu de diviser par 2, on divise par m. Et puis, au lieu de mettre au carré, là, on met à la puissance m. Donc, ce que vous pouvez faire, voilà, c'est écrire rapidement l'algorithme. Donc, vous reprenez ce qu'on a vu la semaine dernière et puis vous l'adaptez un petit peu pour faire l'algorithme. Voilà. On corrige dans quelques minutes.
J'en vois qui ne savent pas trop par où commencer. Est-ce que quelqu'un peut expliquer rapidement à l'oral le principe de l'exponentiation rapide? Est-ce que quelqu'un se rappelle ce qu'on a fait la semaine dernière? Quelqu'un qui est dans la salle ou à distance, hein, ouais? Il y avait un nombre et la puissance laquelle vous voulez l'élever. Ensuite, d'abord, on vérifiait le cas de base. Ouais. Ensuite, on vérifiait si le chiffre à la puissance est divisible par 2. Ouais. Donc, on avait Mmh. Si c'était le cas, on faisait la récursion avec le chiffre et la puissance, la partie entière de la puissance divisée par 2. Mmh. Et on retournait cette valeur. Sinon, on faisait le chiffre, si ce n'est pas égal à 0, on retournait le chiffre de base pour la fonction avec le n qui perdait. Voilà, donc bon, je répète pour ceux qui sont chez eux. Donc, le principe, c'est vous voulez écrire la fonction expo rapide, donc qui va calculer a à la puissance n. Et ici, ça va dépendre en plus d'un paramètre n. D'accord? Donc, il y a un cas de base, vous savez, dans une fonction récursive. Si, blablabla, vous réfléchissez, c'est quoi le cas de base? Donc, ça va dépendre de n et de m. Sinon, si on n'est pas dans le cas de base, eh ben, on regarde deux choses. On va regarder, comme expliqué dans l'énoncé, le quotient de n par m, donc la division entière, et le reste, c'est-à-dire n modulo m. Et maintenant, vous avez plusieurs possibilités. Dans le cas où c'était m égale 2, on avait deux possibilités, soit r égale 0, soit r égale 1. Donc si r égale 0, bah, tout simplement, on va calculer a au carré. Donc ça coûte une multiplication. Et ensuite, on le met à la puissance q. Si r égale 1, on fait la même chose. On calcule a au carré, on le met à la puissance q en utilisant la fonction exponentiation rapide, mais on remultiplie par a derrière. Vous voyez, c'est comme dans la formule ici, où m égale 2, on mettrait au carré, puis on met à la puissance, donc au carré en utilisant juste une multiplication, puis à la puissance q, en utilisant notre fonction exponentiation rapide, et enfin on multiplie par a puissance r. Donc si m égale 2, a puissance r, c'est soit 1, soit a. Ici, ça va être 1, a au carré, jusqu'à a puissance m moins 1. Donc là, on va juste le calculer en faisant des multiplications. Donc voilà, essayez de compléter là ce qui manque. Donc, quel est le cas de base? Ne vous trompez pas. Et puis, quand on n'est pas dans le cas de base, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok? C'est clair pour tout le monde? Répétez quoi? Tout? Bon. Alors, on se répète ce que je viens de dire. Donc, l'algorithme qu'on propose, c'est pour calculer a à la puissance n, on fait le quotient de n par m. Donc, on a le quotient, on a le reste, q et r. Et la formule nous dit que la puissance n, c'est a puissance m puissance q fois a puissance r. Donc, ce qu'on avait fait la semaine dernière, c'était pour m égale 2. On calculait a au carré avec juste une multiplication. Ça nous donne un nombre, disons b. Et maintenant, on calcule b à la puissance q, mais en utilisant notre fonction exponentiation rapide. D'accord? Et à la fin, on doit multiplier par a puissance r. Donc, si m égale 2, c'était soit 1, soit a. Il y avait deux cas possibles. Maintenant, il y a m cas possibles. C'est 1, a au carré. On ne va pas écrire les mk, c'est pareil, a puissance r, vous le calculez juste avec la multiplication, sans utiliser la fonction exponentiation rapide. D'accord? Ça va? Bon. Voilà, essayez de compléter. Si vous avez pris des notes la semaine dernière, bah, vous reprenez ce qu'on a écrit. Ce sera très similaire.
Ouais, si vous voulez, pour faire les puissances, là, à puissance m, à puissance r, vous pouvez utiliser, comme en Python, je ne sais pas, étoile, étoile, par exemple. Ça vous fait la puissance. Et, on peut supposer qu'elle fait m multiplication, où m, c'est le nombre qui est là. D'accord? Alors déjà, qu'est-ce que c'est le cas de base? Dans quel cas on ne peut rien simplifier? Alors, pour m égale 2, les cas de base, c'était n égale 0, n égale 1. Pourquoi c'était n égale 0 et n égale 1? Comment? Oui. Oui, oui, mais je veux dire, c'était. Et puis, pourquoi on s'arrêtait à 1? Pourquoi on n'allait pas plus loin? C'était dans le cas m égale 2. C'est parce que dans ce cas-là, la division euclidienne de n par m, enfin de n par 2, bah, c'était juste 0 fois 2 plus n. Donc on ne pouvait rien simplifier. Le quotient était nul. Donc là, c'est dans quel cas que le quotient est nul? Que q égale 0 ici. Ouais. Voilà, c'est quand n est strictement inférieur à m. En fait, là, on ne peut rien simplifier. Donc dans ce cas-là, il faut juste renvoyer. Hein, on ne peut pas faire mieux. A puissance n. Et donc ça coûte n multiplications. Et il faut voir que dans ce cas-là, n, il est tout petit, donc ça ne coûte pas grand-chose. Bon alors, quand on n'est pas dans le cas de base, il faut renvoyer quoi du coup? Si on reprend la formule, ça donne quoi? C'est juste la formule qui est là. Oui. Alors, il faut faire a exposant m exposant q fois a puissance r. Mais alors, c'est lesquels qu'on va faire avec l'exponentiation rapide et c'est lesquels qu'on va faire avec l'exponentiation classique? Alors, est-ce que c'est m ou est-ce que c'est le m ou c'est le q?
Non. C'est 5 Oui, c'est le m, pardon. Voilà. C'est le m. Donc, ce qu'on va faire, c'est d'abord faire une variable, disons b, qui va contenir expo rapide de a à la puissance qu'est-ce que je raconte? Mais non, c'est pas m, c'est q. M, il est fixé. Ce qui diminue à chaque étape, c'est q. Hein, a puissance m, c'est un nombre, il faut m multiplication. Et m, c'est fixé dès le début. Alors, on a fixé m. Donc, disons que b, c'est a à la puissance m. Lui, on va le calculer. On va faire m multiplication. C'était comme a au carré dans l'exponentiation rapide d'avant. On calcule a au carré. Ça coûte, bon, quand c'était a au carré, ça coûtait une multiplication. Là, ça en coûte m, ou m moins 1. Peu importe. Et maintenant, on va faire l'exponentiation rapide. On va renvoyer exponentiation rapide de b à la puissance q, bon, avec le paramètre m, fois a à la puissance r. D'accord? C'est q qui va diminuer à chaque fois. Q qui est le quotient de n par n. OK? Bon, si vous reprenez l'algorithme de la semaine dernière, vraiment, vous verrez le parallèle. Le m, c'est 2 et r, c'est 0 ou 1. OK? Bon. Si vous voulez, je peux faire un exemple. Imaginons, on a m égale 3. Et on veut calculer a à la puissance 17. Donc, si on n'est pas malin, on doit faire 17 multiplications. D'accord? Donc, ça coûte cher. On n'a pas envie. Bon, bah, si on est malin, ce qu'on dit, c'est que 17, quand on le divise par 3, bah, c'est 15 plus 2, donc c'est a puissance 3 puissance 5 fois a au carré. Donc, on dit que b, c'est a puissance 3, ça coûte 3 multiplications, et on doit calculer b à la puissance 5. Mais b à la puissance 5, c'est b puissance 3 puissance 1 fois b au carré. Donc maintenant, si on compte combien il a fallu faire de multiplications, pour calculer a au cube, il faut en faire 3. Pour calculer a au carré, il faut en faire 2. Il y a cette multiplication qui est là qui coûte 1. Donc en tout, ça fait 6. Et là, il faut encore en faire 3. Donc ça fait 9. Plus 2, 11. Plus 1, 12. OK? Là, on a tout compté. Donc 12, c'est mieux que 17. Bon. Mais, et puis si c'était des nombres encore plus grands, si j'avais pris 50 000, il aurait fallu faire un nombre beaucoup plus petit de multiplication. D'accord? Bon. C'est comme ce qu'on a fait la semaine dernière, mais on remplace le paramètre n par 1. Alors maintenant, ce qu'il faut réfléchir, c'est la complexité. Est-ce qu'on gagne quelque chose si on fait ça? Donc, notons t de n, le nombre, disons tm de n, parce que ça dépend de n, le nombre de multiplications pour calculer expo rapide de a, n, n. Alors, réfléchissons. Les valeurs de départ, si n est strictement plus petit que n, ça c'est évident, hein, on l'écrit tout de suite. Si n est strictement plus petit que m, alors tm de n, c'est n. Donc ça c'est le cas de base. Donc maintenant réfléchissez, quand on est dans le cas pas de base, là, celui-là, combien il faut faire de multiplication? On va exprimer t de manière récursive.
Essayez de trouver une relation de récurrence sur t. Combien il faut faire de multiplication pour calculer ça en fonction d'une autre valeur de t? Tout ce qu'il suffit de faire, hein, c'est compter toutes les multiplications qu'on fait ici. D'accord? Vous comptez. Et vous exprimez ça en fonction d'une autre valeur de t. Donc, regardez où est-ce qu'il y a la fonction exponentielle sur rapide, là, dans ce qui est en ligne. On ne voit pas bien sur le projecteur. Faire un calcul. Voilà. Un truc en vert, là. Combien il y a de multiplication? Et où est-ce qu'on appelle la fonction exponentielle sur rapide et avec quel paramètre? Donc, ce que je veux, c'est ah, désolé, j'ai pas vu qu'il y avait quelqu'un qui avait répondu dans le chat. Si vous écrivez dans le chat, c'est mieux à la limite activer votre micro pour me le dire, parce que moi, la notification n'est pas très grande. Donc, je ne vais pas forcément la voir. Alors, est-ce que vous avez compté les multiplications? Il y en a combien? Voilà. Voilà, donc les multiplications, il y en a ici m, ensuite voilà, et là il y en a n. Donc la formule, ça va commencer par m plus r plus 1. R, c'est le reste de la division euclidienne de n par n. Bon, et après, où est-ce qu'il y a des autres multiplications? Voilà, on rappelle la fonction expo rapide ici. D'accord? On la rappelle avec quel paramètre? Oui? Voilà, c'est avec le paramètre Q. Donc ça coûte Tm de Q. Donc la formule qu'on trouve, c'est M plus R plus 1 plus Tm de Q. Alors je vais rajouter aussi. Sinon, Tm Tm plus R plus 1 plus Tm de Q. Et par définition, hein, M, R, c'est N modulo M plus 1 plus Tm de la partie entière de N sur N. Ok, c'est pareil. Donc, je peux faire la dernière. Ça va? Est-ce que ça, c'est OK pour tout le monde? Ouais? Bon, il suffit de compter. Hein. Là, vous comptez les multiplications. C'est pas horrible. Bon, mais du coup, avec ça, il faut trouver une espèce de borne. Vous vous rappelez, la dernière fois, on avait fait quelque chose comme ça. Vous avez fait en cours pareil.
Ça vous donne quelque chose qui va être borné. Alors, déjà, on a ce n modulo m ici. Le problème, c'est que c'est un peu embêtant d'avoir un truc n modulo m parce que quand on va faire les calculs, c'est pas un nombre fixe. Ça change à chaque fois. Mais ça, on peut le majorer par quoi? Par m-1. Donc, ça fait m plus m-1 plus 1 plus tm de la partie entière de n sur de n sur m, pardon. À chaque fois, je une bêtise. De n sur m. Et donc, ce qu'on peut majorer par 2m plus tm de n sur m. Bon, alors ça, vous avez vu des formules comme ça en cours. Vous voyez, le nombre de multiplications, c'est une constante plus le nombre de multiplications pour la variable divisée par m. Okay. Est-ce que ça, vous vous rappelez du coup comment on va faire pour borner tm de n? Par exemple, est-ce que vous savez borner, pour faire un cas simple, Tm de Q puissance, non pardon, pas Q à chaque fois, Tm de M puissance alpha. Si on applique la formule, Tm de M puissance alpha, c'est quoi? C'est borné par quoi? Qui applique cette formule. Remplacer n par m puissance alpha, qu'est-ce que ça donne? Oui. Ouais, ok. Donc ça fait 2m plus tm de la partie entière de m puissance alpha sur m. Mais c'est quoi la partie entière de m puissance alpha sur m? Voilà, c'est m puissance alpha moins 1. Ça fait 2m plus tm de m, c'est même plus de partie entière, de m puissance alpha moins 1. Bon, et du coup, par récurrence, ça va faire 2m plus 2m plus 2m plus blablabla plus 2m. Et à la fin, on va arriver plus tm de 1 fait 0. C'est bon. Tm de... On a mis ça fait 1, mais peu importe. Et il y en a combien des 2m ici? Comment? Voilà, il y en a alpha. Donc ça fait 2m fois alpha plus 1. C'est quoi alpha par rapport à m puissance alpha? C'est log base m Quoi de alpha par m rapport à m puissance puissance alpha. alpha? Si quelqu'un voit. C'est quoi alpha par rapport à exponentielle de alpha? Par exemple, je vous donne l'exponentielle de alpha. Enfin, je ne vous dis pas que c'est l'exponentielle de alpha, je vous donne un nombre. Je vous dis qu'il peut s'écrire sous la forme exponentielle de quelque chose. Comment vous faites pour calculer le quelque chose? Oui, c'est le logarithme. Alpha, c'est le logarithme de m puissance, de e puissance alpha. Et c'est le logarithme népérien, c'est-à-dire le logarithme en base e. Et là, ici, c'est pas en base e, c'est en base m. Donc ça va nous donner 2m log en base m de m puissance alpha plus 1. OK? Bon, et ce que vous avez vu en cours, c'est que ça ne marche pas que pour les nombres du type m puissance alpha. Vous l'avez vu quand vous avez calculé la complexité de, je sais plus c'était quoi l'algorithme, quelque chose du même genre. Donc à la fin,
Tm de n qu'on trouve avec cette formule, c'est que c'est un grand taux. Vous voyez, c'est une constante fois log m puissance de log m de quelque chose. Donc ça fait log m de n. Le plus 1, il ne compte pas parce que celui-là est vers l'infini et celui-là, c'est clairement l'infini qui va gagner. Bon, alors, est-ce que ça, c'est mieux ou c'est moins bien que le log en base 2 qu'on avait trouvé la fois dernière? Qu'est-ce qui est mieux, log m ou log 2? Alors, c'est quoi la relation entre les deux? Log m de x par rapport à log 2 de x. Ouais, c'est ça. Voilà, donc là, alors si on regarde vraiment au niveau du nombre log m de x, c'est plus petit que log 2 de x. Bon, mais par contre, ce qui change, c'est juste une constante. Ok? C'est log 2 de m. Et du coup, dans le grand taux, bah, ça ne compte pas les constantes. Donc ça, c'est aussi un grand taux de log 2 de m. Donc en fait, asymptotiquement, on n'a pas gagné grand-chose. Bon. On s'est un peu embêté pour rien. La constante est un peu mieux, mais en termes de complexité théorique, c'est pareil. Okay. Attendez. Oui, bon, on vient de voir que quelqu'un avait répondu dans le chat aussi. Bon. Encore une fois, je ne vois pas très bien les notifications dans le chat, donc je ne sais pas si c'est un paramètre. J'ai juste une toute petite notification quand vous parlez dans le chat, donc c'est vrai que je vais la rater. Bon, donc finalement, hein, cet algorithme modifié, il a la même complexité théorique que l'exponentiation rapide classique. Donc à faire, autant garder l'exponentiation rapide classique. Ça va? Bon, alors des questions là sur Exo? Alors, ce petit raisonnement là, gardez-le en tête. Hein, dès que vous avez des fonctions récursives, c'est souvent comme ça qu'on fait. OK? Bon, c'est dans votre cours. Hein. Ça va? On peut passer à la suite ou il y a encore des questions? Oui, non? Non, pas de questions? Alors, on passe à l'exo suivant, c'est-à-dire la suite de Fibonacci. Bon, donc la suite de Fibonacci, voilà, elle est définie là. F0, c'est 0, F1, c'est 1, et Fn plus 2, c'est la somme des deux termes précédents. Hein, donc, comme vous savez, les termes de la suite, ça va faire 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 11, non, 13, 21, etc. C'est quoi on additionne? Bon, donc en cours, vous avez vu un algorithme récursif qui avait une complexité exponentielle, donc pas terrible. Ensuite, ce qu'on a vu, c'était un peu l'exo 1. Bon, l'exo 1, ce n'était pas tout à fait ça, mais on peut adapter assez facilement l'algorithme qu'on avait trouvé à la question 5 pour la suite de Fibonacci et qui va nous donner une complexité linéaire. Mais on n'est pas encore satisfait, linéaire, c'est pas assez bien, on veut encore mieux. Donc, première chose qu'on peut voir, c'est que cette équation ici, vous prenez le vecteur colonne fn plus 1, fn, ben, il s'obtient à partir de fn, fn-1 en le multipliant par cette matrice. C'est assez simple à voir. Hein. Vous multipliez la matrice 1, 1, 1, 0 avec fn, fn-1. Ça va vous donner quoi? Ça va vous donner fn plus fn-1 et fn. Okay, et fn plus fn-1, par définition,
c'est le terme suivant de la suite de Fibonacci. OK? Donc ça, c'est une observation très simple. Alors, est-ce qu'avec cette relation, vous pouvez exprimer avec des matrices et des trucs Fn plus 1, Fn, en fonction de F1, F0. Ouais? Oui? Ouais, puissance n. Voilà. Si vous voulez, c'est comme une suite géométrique. Pour avoir le terme suivant, on prend le terme précédent, on le multiplie par un truc. Donc ça, c'est ce qui s'appelle une suite géométrique. Bon, là, c'est des matrices et des vecteurs, mais c'est pas grave, c'est quand même une suite géométrique. Et ça, vous pouvez montrer par récurrence. C'est très, très facile, surtout les gens avec de maths, qu'on a cette relation. Fn plus 1 Fn, c'est cette matrice à la puissance n fois F1, F0. OK? Bon. Donc ça, c'est une petite observation. Hein. Ça va pour tout le monde, ça? Ouais? Alors, je vais copier ça. Attendez. Hop. Donc, avec cette relation, ben maintenant, on vient de voir un algorithme qui calcule la puissance de quelque chose, non pas avec une complexité linéaire, mais avec une complexité logarithmique. Et ça marche pour les nombres, mais on peut adapter l'algorithme pour les matrices. Donc, c'est justement la question suivante. Adapter l'algorithme d'exponentiation rapide pour calculer la puissance n d'une matrice de taille 2. Il faut faire une fonction expo rapide de matrice qui va vous calculer m à la puissance n. Okay. Et vous pouvez utiliser l'algorithme qu'on a vu pour m égale 2. Hein, vous embêtez pas à faire pour un m quelconque. Enfin, le petit m, pas le grand m. D'accord? Donc, vous regardez si c'est pair à pair, et puis si c'est pair, si c'est impair, vous faites le carré, machin. Donc, si vous voulez, vous pouvez utiliser deux choses. D'une part, la matrice I2, et puis, disons qu'on a une fonction prod math de mn. Donc ça, c'est la matrice identité. Vous pouvez l'appeler I2 dans votre code. Et puis, vous pouvez supposer que vous avez cette fonction prod math qui calcule le produit de deux matrices. Okay. Donc, tout ce qu'il suffit de faire, c'est reprendre l'algorithme d'exponentiation rapide, mais au lieu de le faire pour des nombres, c'est le faire pour des matrices. OK?
On y va? Alors, qu'est-ce que c'est les cas de base? Alors, si n égale 0, qu'est-ce qu'on doit faire? Attention, c'est quoi m puissance 0? C'est I2, c'est l'identité. Sinon, il y a un autre cas de base, c'est quoi? Bon, en fait, on n'est pas obligé de le faire, tant qu'à faire. Si, voilà, si n égale 1, qu'est-ce qu'on fait? Là, dans ce cas-là, on envoie m. OK. Enfin, sinon, qu'est-ce qu'on doit faire? Ouais? Ouais. La partie entière de n sur 2. Et après, ouais, voilà, on calcule le carré de m. Et oui, on peut faire comme ça. Voilà, on peut faire comme ça. Bon, alors là, bon, juste, tout ça, c'est très bien, hein. Mais bon, attendez, il faut remplacer ça par produit matrice. Voilà. Voilà. Voilà, ça, il faut la multiplication qui est là, il faut faire produit matrice. Bon, ça c'est bien. Par contre, si c'était un truc, comment dire, dans la vie réelle, il faudrait éviter de refaire l'appel à exponentiation rapide de MR. Vous voyez? Parce que, en fait, à chaque fois qu'on va faire des appels récursifs, que ce soit en Python ou en quoi que ce soit, l'ordinateur va garder en mémoire ce qu'on appelle enfin, une pile d'exécution, etc. Et, enfin, il garde en mémoire là où on en est et puis il va rappeler une fonction. Il va en rappeler plein. Et il vaut mieux éviter d'en faire trop parce que là, à chaque fois, du coup, on va rappeler deux fonctions. Et on est obligé de se rappeler là où on en est parce que les résultats des deux fonctions, on veut les multiplier. Là, d'un point de vue théorique, ça ne change rien, bien sûr, mais dans un ordinateur, il vaudrait mieux faire les deux cas, soit m égale 0, soit m égale 1. Mais là, effectivement, d'un point de vue théorique, ça change rien. OK? Bon, des questions sur tout ça? C'est vraiment l'algorithme qu'on a vu dans l'exo 1, 2, pardon, juste adapté pour les matrices. OK? Ça va pour tout le monde? Les gens qui sont... Oui? Pardon? Oui, pardon, c'est le produit matriciel de M avec M. Carré de M. Oui, sinon ça ne veut pas dire grand-chose. OK, il y a d'autres questions? Non? Tout le monde est OK? Bon, alors, si c'est bon pour tout le monde, avec tout ça, ce qu'on va faire, c'est trouver un algorithme qui calcule Fn. Alors, je vous rappelle la relation qu'on a trouvée. Attendez. Hop, c'était ça. Fn plus 1, Fn, c'est cette matrice puissance n fois F1, F0. Réfléchissez comment on peut calculer Fn avec un algorithme. En réutilisant, bien sûr, ce qu'on vient d'écrire.
Je vous rappelle aussi hein, que vous n'avez pas l'énoncé sous les yeux. F1, c'est 1. F0, c'est 0. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée sans parler de corriger ou quoi que ce soit? Ouais? Je pense que tout d'abord, il faudra faire une fonction notamment pour calculer la matrice. Ouais, bah, on peut la réutiliser, hein, la fonction. Et à la fin, on renvoie le résultat de la fonction fois Voilà. Alors, on voit ça et en fait, il faut renvoyer plutôt le deuxième élément du vecteur. Donc, je redis ce que vient de dire votre camarade. Vous prenez votre vecteur qui est là, donc juste 1, 0. Prenez la matrice qui est là, vous utilisez l'exponentiation rapide pour le mettre à la puissance n. Vous multipliez avec le vecteur, donc vous connaissez la formule pour multiplier une matrice par un vecteur, et vous renvoyez le deuxième élément. Ça va? Bon, alors essayez de l'écrire.
Ça y est, tout le monde a écrit la fonction? Bon, donc voilà, il faut faire ce que j'ai proposé. Donc, vous prenez votre vecteur, disons V, simplement le vecteur 1, 0. Vous prenez la matrice M, qui est 1, 1, 1, 0. Ensuite, on va faire la matrice, disons B, qui va être expo rapide matricielle de M à la puissance N. Bon, juste une petite remarque, hein, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à N. En fait, vous voyez, on peut aller jusqu'à N-1. Du coup, ici, on aura Fn, Fn, Fn-1. Bon, tant qu'à faire, autant aller jusqu'à N, ça ne changera pas grand-chose. Ensuite, on peut faire le vecteur W qui va être B fois V. Supposons qu'on sait multiplier une matrice à un vecteur. Vous verrez dans la question suivante, il faudra réfléchir un petit peu du coup. Et du coup, dans W, on aura Fn plus 1 Fn et on renvoie le deuxième truc de W, donc disons W2. Bon, c'est un petit mix de notation entre Python et code. J'espère que c'est clair. Ça va? C'est OK pour tout le monde? Oui? Non? Peut-être. Alors, si c'est OK pour tout le monde, on va terminer l'exo. La dernière question, c'est combien d'opérations arithmétiques fait ce nouvel algorithme? Donc, qu'est-ce qu'il faut compter? Les opérations arithmétiques, et les additions, les multiplications. Donc, je vous rappelle, l'exponentiation rapide fait une constante fois log n multiplication de matrice. Et nous, ce qu'on cherche, ce n'est pas les multiplications de matrices, c'est les multiplications de nombres réels et d'addition de nombres réels. Et en plus, ici, j'ai multiplié une matrice avec un vecteur, donc il faut réfléchir combien ça coûte. OK? Donc, regardez cet algorithme, essayez de compter combien d'opérations arithmétiques en tout. Il faut toutes les compter. Si vous avez oublié, écrivez la formule, c'est quoi la multiplication de deux matrices et comptez combien il y a d'opérations. Combien ça coûte de multiplier une matrice ABCD avec une matrice A', B', C', D'. Il s'agit juste de compter. Hein, donc,
Alors, ça coûte combien de multiplier deux matrices? Il faut faire combien d'opérations arithmétiques? 12. 8 multiplications et 4 additions. Voilà, c'est ça. Il y a 8 multiplications et 4 additions. Donc, en tout, ça fait 12. Donc, multiplier deux matrices 2 fois 2 coûte 12 opérations. Alors, vous écrivez ce que c'est multiplier deux matrices, vous comptez, voilà, il y a 8 multiplications, 4 additions. Alors, expo rapide de Mn fait une constante fois log n multiplication de matrice. Donc en tout, ça fait combien ça? Ça fait 12c log n. Multiplication, opération arithmétique. Bon, et ensuite, multiplier une matrice à un vecteur. Hein, il y a l'opération b fois v qui est là. Donc ça, c'est une matrice de taille de 2 et un vecteur de taille de 1. 4 multiplications, 2 additions. Voilà, c'est 4 multiplications et 2 additions, donc en tout, 6 opérations. Donc en tout, on fait 12c log n plus 6 opérations. Et ça, si on veut l'exprimer comme un grand O, c'est quoi? Voilà, c'est log n. Donc finalement, cet algorithme qu'on vient d'écrire, il a une complexité logarithmique. Ce qui est beaucoup mieux que la complexité linéaire qu'on avait trouvée avant. Bon, et en fait, si vous avez, pour ceux qui étaient là hier en TP, ils l'ont. Non, c'était même dans le TP. Non, c'était dans le TP d'hier, mais c'était tout à la fin, donc je crois que personne n'avait fait. Mais à la fin du TP, il y a justement un truc sur la comparaison asymptotique des manières de calculer les nombres de Fibonacci. On avait fait des graphiques où on regardait combien de temps ça prend à l'ordinateur de faire les opérations. Donc, bon, il y aura le graphique final dans la correction du TP, mais il sera en ligne dans 3 semaines, vu qu'il y a la pause. 2 ou 3 semaines, je ne sais pas, il faudra que je compte. 3 semaines. Et vous verrez bien que voilà, ce truc logarithmique par rapport au truc linéaire, c'est vraiment beaucoup plus rapide. Et le truc linéaire par rapport au truc récursif, il est vraiment aussi beaucoup, beaucoup plus rapide. OK? Ça va pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions sur tout ça? Non? Bon, alors là, on va passer à la feuille de TD suivante sur diviser pour régner. Donc, est-ce qu'avant qu'on passe à celle-là, il y a des questions plus globalement sur la feuille de TD qu'on vient de faire ou sur la récursivité? N'hésitez pas. Hein. Non? Bon. Ah, attendez, il y a une question. Alors, on ne fait pas l'exo suivant. Non, on ne fait pas l'exo suivant parce qu'il est, il est assez compliqué. Et puis, en fait, cet exo-là, c'est un exo qui était dans un examen, je ne sais plus, il y a 2 ou 3 ans. Vous pouvez le lire, c'est intéressant, mais non, on ne va pas le faire. Ça prendrait trop de temps. Mais oui, mais regardez-le chez vous, c'est intéressant. Et on n'a pas le temps de le faire. Il y a d'autres questions? Non? Bon, alors s'il n'y a pas d'autres questions, on passe à la feuille de télé suivante. Alors malheureusement, j'ai oublié de l'imprimer. Donc vous allez devoir regarder s'il y a au tableau. Je crois qu'elle n'est même pas encore sur Moodle. Voilà.
Donc, c'est le TD, c'est divisé pour régner. Donc, par exemple, c'est le trifusion que vous avez vu en cours, ce genre de choses. Hein, on coupe le problème en deux, ou en plus petits morceaux en tout cas, et qu'on gère de manière, d'une certaine manière, et puis ensuite on recolle les morceaux. D'accord? Et ça, c'est typiquement le genre de truc qui va nous donner une complexité logarithmique. Bon, un exemple très basique de diviser pour régner, c'est l'exponentiation rapide. On a le problème faire la puissance n, on coupe n en deux, on fait puissance n sur 2, et puis on recolle les morceaux. Et ça va plus vite que de faire, vous voyez, comme on réutilise chacun des deux morceaux, ça va plus vite que de faire tous les morceaux par toutes les multiplications. Oui. Bah, alors la question pour ceux qui sont chez eux, c'est pourquoi est-ce qu'on divise toujours par 2 et pas par un plus grand nombre? Bah, déjà, c'est plus simple. Donc voilà. Et puis souvent, c'est suffisant. Et puis là, vous voyez, en fait, dans l'exponentiation rapide, ce qu'on a vu, c'est que diviser par un plus grand nombre, c'était toujours logarithmique. Donc asymptotiquement, ça ne change pas grand-chose. Il y a peut-être la constante qui va être un peu mieux, mais c'est même pas clair parce que là, en fait, on avait l'impression que c'était mieux, la constante, c'était log m, mais en fait, si vous vous rappelez, si je reprends le ISO, la constante, c'était log m de n, mais il y avait ce 2m, alors que la constante dans l'exponentiation rapide classique, c'était 2. Donc, on comparait 2m sur log m à 2, et en fait, c'est 2 qui gagnent. Donc ça, ce sera vraiment au cas par cas, pourquoi c'est toujours 2, mais c'est juste souvent que déjà, c'est le plus facile, et puis si ça marche, tant qu'à faire, autant garder 2. Après, si vraiment on veut optimiser à fond la caisse, on peut réfléchir à faire mieux. Bon, la première question, enfin le premier exo, et puis je pense qu'on va faire que celui-là aujourd'hui, c'est calculer le nombre d'inversions d'un tableau. Donc, bon, il y a cette définition qui est là, c'est le nombre de paires IJ, tel que I est strictement inférieur à J, et T de I est strictement supérieur à T de J. Alors, un exemple, imaginons ce tableau 2, 1, 3, 5, 4. Allez. Comptons combien il y a d'inversions dans ce tableau. C'est-à-dire combien il y a de paires I et J, avec I inférieur à J, et T de I supérieur à T de J, strictement à chaque fois. Alors déjà, il y a combien de paires I strictement inférieur à J? Combien il y a de manières de choisir deux nombres entre 1 et n? Alors, qui c'est? Combien il y a de manières de choisir deux nombres entre 1 et n? Oui? Non. Factoriel n, c'est le nombre de manières de... C'est toutes les permutations possibles des nombres entre 1 et n. Toutes les bijections entre un n et lui-même. Non, là, la question, c'est combien il y a de paires IJ avec I inférieur à J. Donc, oui, enfin, voilà, c'est n fois n-1 sur 2, encore appelé 2 parmi n. Quasiment par définition, 2 parmi n, c'est le nombre de manières de choisir deux éléments dans n, entre 1 et n. OK? Donc, et si on fait le calcul, ça fait n-1 sur 2. Donc ça, c'est le nombre de paires possibles. Donc ici, c'est 2 parmi 5. Donc ça fait 5, 4 fois 5, 20, divisé par 2, ça fait 10. Donc il y a 10 paires à vérifier. OK? Donc les paires, c'est quoi? C'est la paire 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5, 4, 5. OK? Là, si vous comptez, j'en ai énuméré 10. Donc il faut compter lesquelles sont des inversions. D'accord? Alors, essayez de compter vite fait combien il y a d'inversions dans ce tableau. Hein, donc, vous avez 10 paires à vérifier. Lesquelles sont des inversions? Il y en a plus que 2.
vraiment 10 paires à regarder. Si vous voulez, on peut le faire ensemble. La première paire, c'est celle-là, 2 et 1. Est-ce que ça, c'est une inversion? Oui, c'est une inversion. Donc, hop, on en a une. Ensuite, on a 2 et 3. Est-ce que c'est une inversion? Non, ce n'est pas une inversion. Je dessine n'importe quoi. 2 et 5, est-ce que c'est une inversion? Non. 2 et 4, est-ce que c'est une inversion? Non plus. Donc, ça, ce n'est pas une inversion. Ensuite, 1 et 3, est-ce que c'est une inversion? Non. 1 et 5? Non. 1 et 4? Non. Alors, en fait, vous avez raison, les deux. J'ai mal compté. Ensuite, 3 et 5, c'est une inversion ou pas? Non. 3 et 4? Non. Et enfin, 5 et 4? Oui. Donc, en tout, ça fait 2 inversions. Bon, désolé, je me suis remis les pinceaux. Donc, il y a 2 inversions. OK? Vous voyez, il faut vraiment regarder toutes les paires. Alors, ça, c'est l'algorithme naïf. Vous voyez, on énumère toutes les paires. Il y en a 2 parmi n. Donc, ça, c'est du, en gros, ça, 2 parmi n, c'est du n carré. Donc, c'est beaucoup. Nous, on veut faire mieux que ça. On veut faire mieux que n carré. Et pour faire ça, on va adapter l'algorithme de trifusion. Alors, est-ce que vous vous rappelez, c'est quoi la complexité du trifusion? Voilà, c'est du n log n. Donc, c'est mieux que n carré. Bon, et en fait, il faut que vous réfléchissiez à, dans le trifusion. Alors, bon, j'ai rappelé hier en TP, mais tout le monde n'était pas en TP hier. C'est quoi le trifusion? Bon. Alors, allons-y. 2, 1, 5, 4, 3, 7, 8. 8 et moins 6. Hop. Donc, le trifusion, c'est quoi? Je vous rappelle, hein, ça c'est le cours, donc je vais vite. Vous coupez en deux. 2, 1, 5, 4, 3, 7, 8, 6. Voilà, c'est juste un rappel. Hein. Normalement, c'est dans votre poly. Enfin, c'est dans votre poly, c'est sûr. Donc, on coupe en deux au milieu. Bon, si jamais il y a un nombre impair de nombres, bah, il y en a un des deux qui sera plus grand que l'autre. C'est pas grave. On les trie de manière récursive. Donc, ça fait 1, 2, 4, 5. Donc, ça, on appelle la fonction trifusion pour les trier. Donc, ça va faire un truc récursif. Et imaginons, ça va nous donner ça. 3, 6, 7, 8. OK. Et ensuite, on va les fusionner, ces deux listes, pour à la fin avoir la liste triée. OK. Donc là, regardez bien parce que je vais le faire en direct. On a 2 curseurs. Un qui parcourt la première liste, un deuxième qui parcourt la deuxième liste. On parcourt les deux listes en parallèle. Et on va insérer les éléments un par un dans une nouvelle liste. Alors, si vous voulez, je l'ai fait dans des couleurs différentes. Donc, on insère les éléments un par un dans une nouvelle liste. Donc, on fait une seule boucle. Et dans cette boucle, on incrémente les deux curseurs en parallèle, suivant lequel des deux est le plus petit. Donc, là, au début, lequel des deux est le plus petit entre le 1 et le 3? C'est le 1. Donc, on le met dans la liste et on avance le curseur rouge. Ensuite, c'est le 2. Donc, on met le 2 dans la liste et on incrémente le curseur rouge. Ensuite, c'est le 3. Donc, on met le 3 dans la liste, on incrémente le curseur vert. Ensuite, c'est le 4. Donc, on incrémente le curseur rouge. C'est le 5. On incrémente le curseur rouge. C'est le 6. On incrémente le curseur vert. Attendez, en fait, il n'y a plus de curseur rouge parce qu'on a dépassé la fin de la liste, on a débordé. Donc, maintenant, on ne fait plus que le curseur vert. 6, 7, 8. OK? Bon, ça, c'est votre cours. Hein. Donc, je répète vite fait. Alors là, il faut que vous réfléchissiez. On va calculer le nombre d'inversions de manière récursive en faisant le trifusion. Donc, ce
ce qu'on va faire, c'est on va faire une fonction qui va trier la liste avec le tri-fusion, et pendant qu'elle la trie, compter le nombre d'inversions. En fait, il y a une petite relation qui est facile à voir, c'est que le nombre d'inversions de la grosse liste, c'est le nombre d'inversions de la liste de gauche, le nombre d'inversions de la liste de droite, plus le nombre de paires où I est dans la liste de gauche et J est dans la liste de droite qui sont des inversions. D'accord? Tout ce que je suis en train de dire, c'est que quand on regarde toutes les paires, là, bah, il y a les paires où les deux sont à gauche, les paires où les deux sont à droite, et les paires où il y en a un à gauche et un à droite. Ça va? Donc, le nombre d'inversions de la grosse liste, je répète, je ne l'écris pas, mais c'est compliqué à exprimer à l'écrit, mais le nombre d'inversions de la grosse liste, c'est le nombre d'inversions de la première sous-liste, le nombre d'inversions de la deuxième sous-liste, plus le nombre de paires, tel que le premier indice est dans la première sous-liste, le deuxième indice est dans la sous-liste et qui sont une inversion. Hein, vous voyez ici les inversions, c'est qui? Bah, il y a 2, 1, 5, 4, 5, 3, 4, 3, et c'est tout. Non, et il y a 7, 8, et 7, 6 et 8, 6. Vous voyez, les inversions, elles sont de deux types. Il y a les inversions comme ça, où les deux sont à gauche. Il y a les inversions comme ça, où les deux sont à droite. Donc, le 7 avec le 6 et le 8 avec le 6. Le 2 avec le 1 et le 5 avec le 4. Et puis enfin, il y a les inversions, où par exemple, c'est le 5 qui est plus grand que le 3, ou le 4 qui est plus grand que le 3. Vous voyez le principe? Hein, les inversions, on peut les séparer en 3 morceaux. Bon, j'espère que je n'ai pas oublié l'inversion. Je ne crois pas. Donc, le principe de l'algorithme récursif, et je ne suis pas sûr qu'on va avoir le temps de l'écrire en entier aujourd'hui, il reste que 10 minutes, c'est, on va écrire l'algorithme de trifusion classique, et en même temps qu'il va trier la liste, il va compter les inversions. Donc, quand vous faites le calcul récursif de la liste de la première sous-liste triée, il va vous dire combien il y a d'inversions rouges en plus. Ensuite, quand vous allez faire le calcul récursif de la liste triée de droite, il va vous compter les inversions vertes. D'accord? De manière récursive. Donc, en appelant la fonction trifusion inversion. Et quand vous allez fusionner, il faut que vous réfléchissiez quand est-ce qu'il y a une inversion bleue comme ça? Quand est-ce qu'il y a une inversion où il y a un élément de la première, un élément de la deuxième? Vous voyez le principe? Donc déjà réfléchissez, quand est-ce que on peut voir dans l'algorithme de fusion que j'ai fait là, ici, quand est-ce qu'on peut voir qu'il y a une inversion du type bleu? Voilà, il faut que vous réfléchissiez un peu à ça. Alors, refaites, si vous voulez, l'algorithme dans votre tête et regardez quand est-ce que les inversions bleues apparaissent. Je laisse tout le monde réfléchir un peu 5 minutes.
Alors, est-ce que quelqu'un a une idée? Quand est-ce qu'on voit apparaître une inversion bleue? Ouais? Alors là, on voit qu'effectivement, vous voyez, les inversions bleues, elles sont toutes avec le 3. Et le 3, c'est cet élément qui est ici, qui vient avant des éléments rouges. D'accord? Donc, alors, ce n'est pas tout à fait quand on change de couleur. Parce que là, on change 1, 2, 3 fois de couleur. Mais il n'y a que 2 inversions bleues. Ce n'est pas tout à fait ça. C'est quoi? Oui? Quand on change de liste, Ouais. quand la valeur qu'on met dans le tableau final, c'est la deuxième liste. Alors, c'est... Oui, c'est exactement ça. C'est quand l'élément qu'on met dans le tableau, là, vous voyez, on a mis le 3 et il venait de la deuxième liste. Et c'est précisément à ce moment-là qu'on a une inversion. Parce que quand on met un élément de la deuxième liste, ça veut dire qu'il est plus petit que les éléments de la première liste. Donc, c'est qu'il y a une inversion. Il faut le faire passer à gauche de plusieurs éléments. C'est ça les inversions. Quand les éléments ne sont pas dans le bon ordre, on doit les mettre à gauche. Enfin, c'est quand l'élément qui est à droite, on est obligé de le faire passer à gauche pour mettre les trucs dans le bon ordre. D'accord? Donc, c'est dès que on va mettre un élément de la deuxième liste dans la fusion. Vous voyez? Ça va? C'est clair pour tout le monde ce que j'ai dit? Dès qu'on va mettre des éléments verts de la deuxième liste, on va avoir des inversions. Et on va voir combien d'inversions. C'est aussi la question. Ouais? Voilà, c'est ça. Donc, c'est le nombre d'éléments de la deuxième liste qui sont après le curseur, c'est-à-dire combien il en reste, quoi. Là, vous voyez, quand on a mis le 3, il en restait 2 à mettre. Et ben, c'est ces deux-là qui vont faire les inversions. Donc, les inversions apparaissent. Je n'écris pas, hein, je vais donc, si vous voulez, je peux même l'écrire. Donc, les inversions. J'ai un bug de stylo. Les inversions apparaissent quand on met un élément de la deuxième liste en place. Et dans ce cas, il y a autant d'inversions que d'éléments de la première liste qui reste à placer. OK? Ça s'est compris par tout le monde ou pas? Donc, les inversions arrivent quand dans l'algorithme de fusion, donc les inversions bleues, hein, je parle. Les inversions bleues, elles arrivent quand on met un élément de la deuxième liste dans la fusion, dans la liste fusionnée. Et le nombre d'inversions qu'il y a, c'est le nombre d'éléments rouges de la première liste qui restait à placer. D'accord? Là, vous voyez, c'est quand on a mis le 3, il restait 4 et 5, qu'on a dû mettre à droite du 3. Et donc, ça fait 2 inversions, parce qu'il y avait 2 éléments à placer. S'il y a eu plus d'éléments, il y aurait eu plus d'inversions. Ça va? C'est OK pour tout le monde, ça? Est-ce qu'il y a des questions? Bon. Donc, bon, là, on n'aura pas le temps de corriger, mais si vous voulez, ce qu'on peut faire, c'est faire... bon, vous allez commencer à réfléchir, et puis pour la rentrée, vous écrivez l'algorithme complet. Mais donc, si on récapitule, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réadapter l'algorithme de fusion que vous avez vu en cours. Donc, vous pouvez reprendre votre poly, vous regardez. Et votre algorithme de fusion, non seulement, enfin de fusion et de trifusion, non seulement il va trier la liste, mais en plus, il va compter les inversions. Donc, il va compter les inversions comment? Ben, c'est dans l'algorithme, il coupe la liste en deux.
Et il y aura 3 types d'inversions. Il y a les inversions du type rouge ici, qui font quoi? C'est quand on appelle récursivement la fonction. Donc, notre fonction trifusion, elle ne va pas seulement renvoyer la liste triée, elle va en plus renvoyer le nombre d'inversions dans la liste. Donc, vous allez appeler trifusion sur la première liste, ça va vous renvoyer les listes triées et le nombre d'inversions rouges. Vous l'appelez sur la deuxième liste, ça va vous renvoyer la liste triée et le nombre d'inversions vertes. OK? Donc ça va vous donner 2 listes. Et ensuite, vous les fusionnez avec le même algorithme qu'en cours, mais vous regardez à quel endroit on rajoute des inversions. Donc en fait, c'est quand on met des éléments de la deuxième liste. Et c'est autant qu'il y a d'éléments de la première liste qui restent à placer. Ça va? C'est clair ce qu'il faut faire? Donc, bon, là, il reste 2 minutes, donc vous pouvez commencer à réfléchir. Et puis, si vous avez des questions dans les 2 minutes qui restent, n'hésitez pas. Et puis sinon, vous faites ça pour la rentrée, et puis on corrigera à la rentrée. Ça va? Vous commencez à vite faire réfléchir. Vous avez des questions s'il y en a. Bon, bah, c'est l'heure. Alors, est-ce qu'il y a des questions avant qu'on s'arrête? Vous avez commencé à réfléchir. Est-ce que ça va? C'est à peu près clair ce qu'il faut faire. Non? Bon, donc je répète, hein, vous reprenez votre poly, vous reprenez l'algorithme de trifusion et vous regardez à quel moment on va rajouter des inversions ou pas. Voilà. Bon, je vais arrêter l'enregistrement.